Ce comédien, ce grand acteur, selon moi, a besoin d'une grande ouverture. Mesdames et messieurs, veuillez retirer casquettes et chapeaux et accueillir celui qui a au-dessus de 3300 représentations de Brou à sa fiche. Il a joué plusieurs saisons pour le National de Québec. Il a évolué sur le premier trio des Boys 1, Boys 2, Boys 3, Boys 4 et Boy. Il fait partie de la prestigieuse équipe de la Petite Vie et s'apprête maintenant à jouer seul partout dans les salles du Québec. Veuillez applaudir Marc Gagne-Messier! Hey! Tu l'as encore? Écoute, T'as gagné en mise au jeu. écoute, ça fait longtemps que j'ai joué. Ah oui? Combien de temps? Oh, je joue plus beaucoup. Non? Donc, je joue au parc des fois, Ouais, avec avec des amis. les enfants. Ah, bon, c'est correct, ça, c'est des bons adversaires. Ouais, on va au parc, là, puis il y a toujours du monde qui Ouais. sont là. Mais t'es un maniaque de hockey, toi, non? Moi, je suis un maniaque de hockey. Moi, j'ai Encore? pas... Oui. Ouais. Ah oui, Tu je l'écoutes? suis ça. Je Dois suis un être déçu. fervent partisan du Canadien. Dois être déçu un petit peu. Ah, je suis très déçu. Puis c'est pas facile cette année d'être un partisan des Canadiens. Ouais. Ouais. Et le sport, toi, ça vient d'où de ta jeunesse? Parce que t'es bon au hockey, tu as fait d'autres sports aussi autres que le hockey, mais ça vient d'où le sport chez vous? Écoute, j'ai toujours fait ça. Ouais. Je sais pas, dans mon quartier, moi, je suis né à Granby, quartier numéro 7, paroisse Notre-Dame. Oui, par rapport aux zoos. Paroisse Saint-Eugène, pardon. OK. On parle du Par centre. rapport aux... Ah non, le zoo, c'est dans... ouais, plus c'est au haut. bord. Beaucoup plus haut. C'est une joke. Et On dit Granby. Ah ouais. T'as dû travailler au zoo. j'ai travaillé au zoo. Tout le monde a travaillé au J'ai zoo à collé, Granby. j'ai collé les stickers et les pare-chocs. Ouais. Visiter le zoo de Granby. J'ai fait ça 2 après-midi. Et avant de parler du zoo de Granby puis de ta jeunesse, ça, je vais te parler de sport. Puis on t'a Oui. fait une intro à la lance et compte, Oui. t'as compris. Oui. On t'a fait toute la mise au jeu et tout ça. Mais t'as été très identifié à Marc Gagnon, non? Pendant Oui, longtemps. beaucoup. C'est un rôle qui t'a marqué particulièrement par rapport Ouais, aux autres? très important dans mon parcours de Ouais. comédien, Marc Gagnon, oui. Mais tu sais, moi, Bernard, quand j'étais jeune, j'ai vraiment rêvé de jouer pour les Canadiens. Ouais. Ah oui? Mais ah oui. J'étais le genre de maniaque, j'étais toujours sur la glace, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, vraiment tous les jours, parce que j'habitais en face de la patinoire. Ah ben là, oui. Alors, j'étais toujours sur la glace. Et puis, j'étais le genre, dans le sous-sol, chez mes parents, je m'étais confectionné un vestiaire comme dans un, Eh boy, c'était sérieux, un là. vestiaire de Ouais. la Le Ligue joueur, le nationale. banc, les crochets. Les crochets, je mettais mon équipement en haut, mes patins accrochés sur un crochet. Eh boy, c'était un rêve, là. Je mettais mes patins chez moi et j'allais mes patins aux pieds jusqu'à la patinoire. Donc, le sport prédominait dans ta jeunesse, quelque Oui, part? c'était bien important. Et pas loin de chez moi, il y avait le stade de baseball Ouais. où je passais mes étés. Et puis la piscine qui était hyper présente. J'ai fait des compétitions de natation. C'était vraiment très important. Ouais. Moi, je pense que jusqu'à l'âge de 13 ans, j'avais pas lu un livre, mais j'avais fait beaucoup, beaucoup de sport, de baseball, de football, de hockey. Vraiment. Et tu t'es intéressé après ça, quoi, à la littérature et à autre chose que les sports? Quand je suis arrivé au secondaire, et par chance, l'orienteur m'avait envoyé au collège classique. Et honnêtement, moi, j'avais dit oui, je veux y aller parce qu'il n'y avait pas d'école le mercredi après-midi. Ouais. Et ils avaient l'aréna. Ah, bon. Ouais. Tu sais, jouer dans une aréna dans les début des années 60, c'était comme un cadeau. Oui. Et c'était ma grosse motivation. Et quand je suis arrivé là, j'ai commencé à m'intéresser à autre chose que les sports. J'ai commencé à lire. Et puis après ça, j'ai commencé à faire du théâtre. Puis là, ben écoute, ça c'est... Mais étais-tu un petit gars curieux déjà ou étais-tu... J'étais très curieux, mais très genre, je dirais pas agité, parce que pas agité dans le sens, Ben, mais très curieux. J'aimais ça qu'il se passe quelque chose. Tu sais. Ouais. Gars d'action? Je luttais contre l'ennui. Oui. Ouais. Tu une famille de 4, vous autres? T'as 4 des enfants. sœurs? 4 enfants, tu as des 4 sœurs? enfants. 2 sœurs, un frère. Oui. Un frère plus vieux que moi. Comment c'était dans la famille?
famille Normale. ordinaire, famille, ce qu'on appellera plus tard la classe moyenne. là. Ouais. C'est-à-dire, mon père était barbier. Et puis, on avait une petite maison. Puis, on travaillait vite. Nous autres, on était très encouragés à trouver des petits jobs dès qu'on avait 14, 15 ans. Travailler les fins de semaine dans les épiceries, à mettre les choses dans les sacs, puis, etc. Tout ce que les petits gars de cet âge-là pas mal faisaient. Là. Ouais, C'est c'est ça. ça. T'étais cadé de golf. Cadé de bien, golf, t'es- j'ai fait ça. Ouais, c'était fait ça, ça. les jobs. Ou faire du gazon. Faire du gazon, couper le gazon chez moi. Ah, j'ai fait plein de jobs, travailler au marché, les fins de semaine. J'haïssais bien ça. Mais, tu sais, c'est comme travailler dans une épicerie le vendredi après-midi quand l'école finissait. Il fallait aller à l'épicerie. Ouais. Non, c'est pas le fun. Tu préfères être avec tes chums. Mais est-ce qu'avais-tu en toi cette espèce d'idée-là d'être acteur ou de faire ce métier-là? Savais-tu que ça existait? Non. Bien, je savais que ça existait Ouais. parce que je regardais beaucoup de films de cow-boys, des choses comme ça. Avec mon frère, on se faisait beaucoup des scénarios de films de cow-boys. Genre, un faisait le méchant, l'autre faisait le bon. Et là, il arrivait, ils se rencontraient au saloon. Il y avait 2-3 répliques et 2 heures de bagarre. Oui, bien sûr. Et mourir sans fin. Exactement. Hein? Tu sais, la mort. là. Passait par-dessus les tables. On Ouais. se faisait des chorégraphies. C'était vraiment extraordinaire. Mais acteur, non. Acteur, je pensais pas à ça. Il n'y a Vraiment pas eu de déclic, il n'y a pas eu rien avant. que tu te Jusqu'à présentes? l'âge de 15-16 ans. Où, à un moment donné, il y a un professeur d'anglais au collège où j'allais, qui, à un moment donné, nous a fait apprendre chacun un monologue de d'une pièce de Shakespeare, Hamlet. Et moi, il m'avait demandé d'apprendre le monologue de Claudius qui s'en veut parce que il a tué le père d'Hamlet parce qu'il est en amour avec la mère boy. d'Hamlet, sa belle-sœur. Alors, il y a un long monologue, Ouais. acte 3, scène 3, où il s'en veut, il a honte, et il se Ouais. sent coupable. Et là, il y a une espèce de monologue. C'est lourd comme début. Très là, lourd. ça. Tu fais... hey, Et là, on apprenait ça en anglais. Et, écoute, je commence à faire ça un peu comme on fait une petite récitation dans ce temps-là. Tous les gars faisaient ça, mais tu sais, c'était une activité scolaire Ouais. comme bien d'autres. Là, tu sais, on fallait apprendre ça, puis il fallait dire ça devant la classe au micro. Et moi, à un moment donné, je me suis fait prendre. J'avais écouté le disque d'une troupe anglaise d'Angleterre qui jouait la pièce Hamlet. Puis là, j'essayais de faire comme l'acteur qui jouait Claudius dans cette scène-là. Et là, écoute, je suis rentré dedans. Tu es parti en transe. Je suis parti en transe. Écoute, j'étais plus dans la salle d'école, j'étais dans le château au Danemark. Et boy. Et puis là, je commence en arrière du micro, puis je suis tellement dedans. Puis à un moment donné, il y a une réplique qui dit « barre, stubborn knees, plié, genou inflexible ». Là, je me gâche à terre. Le micro reste en haut, toi. Et je finis le monologue. Et là, j'ai comme pogné quelque chose. Je suis retourné chez nous le midi Ouais. et je volais. Tu comprends-tu? C'était inexplicable, genre. C'est inexplicable. Et après ça, le théâtre est devenu une obsession. Tu sais, je voyais le mot théâtre. Puis... Et là, il y a un professeur, il y a l'école où j'allais, qui, lui, avait décidé de monter une pièce de Molière. Fait que là, moi. Et là, j'ai commencé à jouer... J'ai joué dans cette pièce-là, une comédie de Molière. Fait que là, tu comprends-tu, quand en plus, on s'est aperçu qu'on pouvait faire rire le monde. Ça, c'est le déclencheur Là, c'est ultime. le déclencheur ultime. Hey, ça te donne-tu la piqûre? Après ça, toi, t'as fait l'école. Moi, j'ai fini le cours classique, ce qu'on appelait ouais. à l'époque. Je suis allé en lettres. Ouais. Mais j'ai fait du théâtre tout le long, du théâtre de collège. Ouais. Et j'ai fini mes études à Saint-Hyacinthe, les 3 dernières années du cours. Ouais. Et là, je faisais... il y avait une troupe de théâtre. Là, je suis rentré là-dedans. J'ai fait du théâtre de collège. Et je suis allé... Là, j'ai pensé à soit aller au conservatoire, à l'École nationale, mais j'étais pas sûr. J'étais pas sûr si j'avais du talent. Et boy. J'étais pas sûr si je pouvais. Et je me suis dit, je vais aller étudier en lettres, parce que j'aimais beaucoup la littérature. Puis j'ai dit, un coup rendu à Montréal, je vais me trouver une troupe Ouais. où tu
sais, j'avais fait tout mon cours en me disant je vais aller à l'université. Puis j'avais pas une scène. Alors, les comédiens que je rencontrais, ils avaient tous l'air de tirer le diable par la queue. Puis il avait l'air frustré beaucoup, insatisfait, etc. Alors, je m'étais dit, je vais aller étudier en lettres. Puis, et là, je suis allé à l'Université de Montréal, mais ma gang qui était restée à Saint-Hyacinthe et qui faisait du théâtre, ils m'ont demandé pour venir jouer dans une pièce. Alors, j'étudiais à l'université, mais les fins de semaine, je descendais, on répétait une pièce et je jouais là-dedans. Et l'année suivante, sont ouvertes les options théâtre. Et il y en a eu une à Saint-Hyacinthe, puis il y en a eu une à Lionel Group. Ah, OK, oui. Ben oui, à cette époque-là, Et celle à Saint-Hyacinthe est partie du groupe qu'on était. Ah, voilà, toi, c'était naturel. Alors là, j'ai lâché l'université, puis je suis allé vraiment là, suivre des cours de théâtre, parce que là, à l'université, je me suis aperçu que... T'emmerdais? Oui, je m'emmerdais. Ouais. J'étais pas à ma place. Et là, je me suis dit, let's go, c'est ça que j'aime, puis je vais faire. Alors là, j'ai fait 2 ans intense. C'était bien à Saint-Hyacinthe, notre groupe, parce qu'on jouait devant le public beaucoup. On jouait à chaque pièce. On montait 4 pièces par année. Comme dans chaque école de théâtre, tu fais des représentations publiques. Nous autres, on jouait 15 fois. Oh, oui. Ouais, devant un public. Ça, c'est comme être dans le métier. Oui, c'est quasiment comme dans le métier. Là, qu'on apprenait le comportement, à jouer, comment répéter. Développer le personnage devant le public, comprendre le rapport. C'était très, très formateur. Et après 2 ans, le groupe, on a tous abandonné, c'est-à-dire quitté l'école. Et moi, je suis monté à Montréal dans l'intention de m'essayer comme comédien professionnel. C'est ça que je voulais faire. Puis là, tu es allé de petit rôle en petit rôle. Passer des auditions comme tout le monde, puis petit rôle en petit rôle. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré 2 gars qui sortaient de l'École nationale de théâtre et qui étaient dans la même pièce que moi. Et là, on a décidé que c'était une année où on jouait des soldats. Curieusement, c'était à l'époque de la guerre du Vietnam. Et il y avait beaucoup de pièces américaines où il y avait des rôles de soldats. Et bon. Et là, j'ai rencontré Michel Côté, Marcel Gauthier. Et là, on a décidé de se partir une troupe. Et on se disait, on va jouer un spectacle par année. Puis, on va continuer à faire le métier, etc. Tes jeunes acteurs, t'as quoi? C'est début... Je les ai rencontrés, je vais avoir à peu près 25 ans. Après ça, on a joué... et puis, le 4e spectacle, on faisait des pièces de Michel Garneau, que Michel écrivait pour nous. Et le 4e spectacle s'appelait Brou. Et là, après avoir joué 3 ans à la Maison des Arts La Sauvegarde, une place qu'on avait trouvée, un théâtre, on a décidé de s'ouvrir un petit théâtre sur la rue Saint-Laurent et qu'on a appelé le Théâtre des Voyagements. Des Voyagements. C'était votre troupe, les Voyagements? Oui, c'est ça. C'était le nom de la troupe? Exact. Et là, on a créé Brou. Puis le reste, bien là, écoute. On te voit jeune acteur, Brou, là, dans la prochaine photo. C'est tes débuts de Brou, ça, probablement. Ça, c'est pas qu'elle représente quoi, cette photo? Je sais pas. Photo de CV, peut-être, mais t'en as une, le jeune, avec une petite boucle là, qui devrait venir, où c'est les premiers pas de Brou, ça, je pense. Voilà, c'est ça. Ça, c'est notre bartender. Ça, c'est à la compagnie Jean Duceppe. Ça, c'est à Duceppe, ça. Oui. Alors, parce que vous êtes passé, évidemment, de la petite salle. De la petite salle. Et après, vous êtes allé à Sherbrooke, si je me souviens. On est allé à Sherbrooke, au Théâtre de l'Atelier. De l'Atelier, oui. On a joué dans la petite salle qu'on avait. On a joué 1 mois. Après ça, on est allé au Théâtre de l'Atelier à Sherbrooke tout l'été. OK. Et après ça, on est revenu dans notre petite salle et on a joué 88 shows, je pense. On jouait... Tu sais, on pensait tout le temps que ça allait arrêter. C'est clair, comme n'importe quel show de théâtre. Parce que, tu sais, théâtre. à l'époque, jouer 100 fois, ça se faisait pas. Mais non, sauf Ticoc. C'est ça. Mais ça, Ticoc, Ça faisait déjà bien longtemps. Mais il n'y avait pas eu de hit depuis. Et nous autres, comme le théâtre nous appartenait, c'est ça la beauté de l'affaire, c'est qu'on se mettait à l'affiche. Et là, tu sais, on était jeunes, on n'avait pas 30 ans. On avait, pas connu. Pas connu. Et on jouait inlassablement. On avait du plaisir. Puis le théâtre, il y avait une queue sur la rue Saint-Laurent.
Puis c'était toujours... C'était quoi, ça avait 80? 65 places. 65 places, c'est pourri. Mais, tu sais, Ouais. quand c'est pour être vide, même quand il y a 65 places, il n'y a personne. Puis quand c'est pour être plein, bien, c'est plein. Alors, on a joué là, puis là, Jean Duceppe a eu vent de notre affaire. Et là, mes Brou, écoute, j'en ai une perception, ça devait être un énorme succès à l'époque, ça devait se parler énormément parce que lui, il est venu nous voir, puis il nous a dit, M. Duceppe, et il avait raison. Moi, j'avais joué dans son théâtre d'été à Joliette. Oui. Il y avait un théâtre d'été, Jean Duceppe. Et, tu sais, il faisait toujours une comédie dans le temps des fêtes. Oui, qui reprenait là-bas. Qui reprenait là-bas. Et j'avais fait ça. Il était venu pendant l'entracte, quand on jouait là-bas, puis il avait dit, écoute, votre pièce Brou, regarde bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va se réunir, on va faire une affaire entre nous. Puis il dit, vous allez aller en tournée. Vous autres, vous n'êtes pas connus. Si vous arrivez à Rimouski, il n'y aura pas de monde. Mais si vous arrivez, compagnie Jean Duceppe, la salle va être pleine. Fait que là, on s'est dit, et il avait raison. Oui, oui. On est arrivé, c'était toujours plein. Ouais. Et quand on saluait à la fin, tous les trois, on se disait, nous, on revient ici demain, puis c'est plein. Alors, c'est ça qu'on a fait, c'est qu'on a été avec la compagnie Jean Duceppe pendant à peu près 1 an et demi. Et après ça, on a décidé de s'autoproduire nous-mêmes, tous les trois, ce qui nous donnait aussi une espèce de marge de manœuvre et d'indépendance. Ben oui, ben le choix des salles, le choix de la tournée, les dates et tout ça. On va regarder des petits bouts, tiens, de Brou, entre autres. C'est une entrevue qu'on a eue avec toi. Puis il y a quelques éléments que je veux faire ressortir de ce petit clip vidéo-là. Regardons ça. On m'indique seulement où est la scène. Curieusement, on avait un peu le même background, même sans s'en parler, parce que moi aussi, j'ai commencé un peu comme ça en faisant du théâtre amateur de collège à l'époque. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous allez assister ce soir à la 3306e représentation de la pièce Brou. On faisait la job de technicien en même temps qu'on jouait. Par exemple, tu pouvais travailler sur le son, un spectacle, puis tu étais comédien après ça. Une fois, dans un cours d'anglais au collège, le professeur nous avait demandé d'apprendre par cœur un monologue de Shakespeare. C'est là que je pogne le kick, comment est-ce qu'on appelle? La piqûre. Il faut se le dire, c'est le plus beau métier du monde si tu peux en vivre. Et en vivre avec ce genre de personnage-là. Michel l'a dit, c'est le plus beau métier du monde si tu peux en vivre. Oui, parce que... Là, il y a une couple d'éléments. Évidemment, on n'était pas un menteur. Tu l'as bien dit. Tu vois, je suis fier d'être d'accord avec moi-même. C'est au cours classique que tu as eu cette piqûre-là. Oui. Cette piqûre-là, tu ne savais pas que ça t'amènerait jusqu'à non, là. absolument pas. Jamais, jamais, jamais. Et tu sais, toute l'insécurité de l'acteur au départ, je parlais de l'école, puis au début, tu as des petits rôles et tout ça, qu'est-ce que je vais faire, puis quand est-ce que le téléphone va sonner. Et ça là, a commencé vraiment discrètement. Toi, ta carrière? Oui. Mais ça a quand même... Tu sais, un petit job en attire un autre. Ouais. J'ai commencé un spectacle pour enfants. Puis, écoute, je suis arrivé à Montréal, j'avais même pas d'appartement. Tu comprends? Mon frère partait en voyage de noces, il me passait son appartement. Après ça, j'avais des amis où je dormais sur le divan. Puis, à un moment donné, je me rappelle, la première grosse fête que j'ai eue, c'est quand on m'a offert... J'ai passé une audition, puis que là, je pouvais faire un spectacle pour enfants. J'ai eu le rôle, 9 piastres par spectacle, 10 piastres par... 10 shows par semaine, 2 par jour, 90 piastres par semaine. Payer à faire quelque chose que t'aimes. Clenche une chambre sur la rue Laval, près du Carré Saint-Louis. Une douche, un lit, une ligne téléphonique, puis une clé. Ah oui, liberté. J'avais fêté ça, on avait débouché du CID de Grand Sec d'Orléans. De Grand Sec d'Orléans. Et là, qu'on recule. Puis là, ça a déboulé, parce que là, à un moment donné, tu t'es mis à avoir des petits rôles, et puis là, ça a grossi. Oui, c'est ça. C'est que mes professeurs qui m'avaient enseigné à Saint-Hyacinthe, Jacques Létourneau, par exemple, montait une pièce à la NCT. Il m'a enseigné au conservatoire. aussi. Oui, Jacques Létourneau. Jacques Létourneau a enseigné toute une génération d'acteurs. Pirate Maboule. Oui.
Ouais. Alors, Jacques montait une pièce à la NCT, puis il m'avait offert un rôle. Écoute, je lui serai toujours redevable. Et là, écoutez, ça faisait quand même... dans ce temps-là, à la NCT, il jouait 65 représentations le soir, les fins de semaine, puis l'après-midi. Et peu à peu, d'une chose, écoute, à un moment donné, j'ai passé une audition pour être danseur au Théâtre des Variétés, comprends-tu, dans un spectacle de Gilles Latulippe, Georges Guettari et Suzanne Lapointe. Georges Guettari, qui est un chanteur français en fin de carrière. Oui. Et j'avais réussi... toi, tu connais sûrement, tu es allé au conservatoire, tu connais Alex McDougall. Absolument, qui m'enseigne. Alors, Chante le popo. Le chum d'Alex McDougall faisait les chorégraphies au Théâtre des Variétés, John Kelly. Oui. Et il cherchait un acteur, et il y avait un gars du conservatoire qui m'avait dit... Écoute, il cherche du monde pour être danseur, ça. Je dis, ah oui, qui ça? Je passe l'audition, il m'engage. Écoute, 7 jours par semaine, 8 shows par semaine pendant 2 mois, 3 mois. Quel bar, c'est le... Fait que là, on faisait ça. Il y avait Gilbert Sicotte qui était avec moi là-dedans. Je te dis pas la chorégraphie. Ça devait être beau. Sébastien Davernard, c'était là. Ah, oui. Et le grand Michel Pasquier. Oui. Tu as connu Michel Pasquier? Oui. Alors, on était tous les trois. Il là là. Ça devait être Belle beau. brochette. Puis il y avait l'orchestre live, hein? Oui, ça pourrait. Louis Saint-Saëns. Tu as connu Louis Saint-Saëns? Oui, ça me dit quelque chose. Qui était peut-être 1 an ou 2 avant toi. Oui, oui. En tout cas. Ouais. Bref, on s'était ramassés là. Et on a fait ça. On avait 5-6 danses qu'on faisait. Mais, tu sais, à un moment donné, on avait hâte. Là, tu sais, je ne savais pas ce qui allait m'arriver après. Et là, je me disais, je vais-tu finir ici? Pas le droit de parler, pas le droit de dire une réplique, pas le droit d'être drôle. Non, en plus. Théâtre des Variétés. Parce qu'on avait changé nos costumes à un moment donné pour faire... Tu sais, on s'ennuyait un peu. Ouais. Ça fait qu'on avait changé nos costumes parce qu'on avait une danse où on faisait des petits vieux qui courent après des filles en bikini. Il pouille. Et là, on a été allé dans le costumier, Louis Saint-Saëns et moi, et on a mis des T-shirts rayés en haut puis des T-shirts rayés en bas, ce qui avait l'air d'un espèce de vieux costume de bain ancien. Et là, on ne dit pas ça à personne, nous autres. Puis là, on avait des robes de chambre. Et là, on enlève ça. Puis là, on rentre sur la musique qui était live. Et là, évidemment, les gars de l'orchestre s'effoirent, les trompettes tombaient, les filles étaient mortes de rire. La salle, complètement délirante. Et là, on s'était fait dire après, « Hey, regarde, là, vous allez remettre vos costumes. » Les jeunes. Les jeunes. C'est en avant que ça se passe. En arrière, là, vous... Tu sais, puis il avait raison, à quelque part, tu comprends? Oui, mais le désir de plaire et le désir ça, de faire. On souffrait de qu'il se passe rien. Ouais. Et je peux-tu te dire que quand il m'avait offert, après, un rôle au Théâtre de Katsu pour jouer dans une pièce américaine, j'étais allé en courant, là. Ouais. À un moment donné, j'avais vraiment... Peut-être que je vais rester pogné ici. Oui. Non, faut aller Je essayer. chantais mal et je dansais à peu près comme je chantais. Alors, je voyais Dansais bien... que- fou. Ça fait que je voyais bien qu'il n'y avait pas d'avenir pour moi là. Fait que là, j'avais couru au Théâtre de Katsu. J'avais joué un magnifique petit rôle dans une pièce. Et Dieu sait que tu en as joué des rôles. Tu en Ouais. as fait des rôles. Et bon, tu sais, je regarde après Brou. Je regarde, bon, Marcel a moins travaillé. Marcel, c'est une question, je sais pas, de casting ou de Oui, circonstances. puis peut-être moins le goût aussi. Moins tu le sais. goût, peut-être. Ouais. Michel était plus sélectif. Ouais. Je pense. Ouais. Puis Michel choisissait tel Ouais, tournage. Michel, il a fait beaucoup de cinéma. Oui, Michel, pas de puis théâtre. Pas beaucoup, non. Et pas de télé à part Omerta et tout ça. Ouais. Tandis que toi, tu t'es baladé, tu étais comme un vrai pigiste ou être allé chercher les rôles. Oui, c'est-à-dire qu'on qu'à un moment proposait. donné, j'ai passé l'audition pour jouer dans Lance et Compte. Ouais. Et là, écoute, quand on m'a appelé pour me dire « Vous avez le rôle », on parlait d'à peu près 75 jours de tournage, parce que à cette époque-là, on le faisait en anglais et en français, Ouais. puis à cette époque-là, les tournages étaient beaucoup plus... Il y avait plus d'argent. Écoute, il y avait
J'ai fait la première année, moi, je me souviens, double shooting. Là, C'est tu sais, ça. on rentrait, puis l'argent était là. C'était- Exactement. Puis il prenait 2 heures pour tourner une scène. Alors, moi, je jouais brou en même temps. Ouais. Tu sais, on jouait à peu près une centaine, 100, 125 fois par année. Ouais. Alors, c'était quand même assez épique. Mais moi, je tenais... j'aimais beaucoup tourner. Et Lancez compte, ça a été comme une école de cinéma. Ouais. Parce que, comme je jouais beaucoup dans des comédies, je sais pas, j'arrivais pas à me trouver une place au cinéma. Parce que j'étais Étiqueté? étiqueté, je sais pas, comique, rôle de composition. Ouais. Mais tu sais, j'avais 35 ans, 34 ans, 33 ans, puis j'avais, tu sais, Alors, j'avais pas trouvé mon espèce de façon d'être au cinéma québécois. Ouais. Puis il n'y avait pas un réalisateur qui avait l'air de l'avoir trouvé non plus. Et quand Lancez compte est arrivé, c'est là que ça a eu beaucoup d'importance parce que là, je me suis trouvé comme acteur au cinéma. Et t'as présenté une autre image aussi Exactement. de toi, carrément. Qui était dans une émission dramatique, Ouais. un personnage dramatique. Ouais. Et en plus, c'était un joueur de hockey de la Ligue nationale. Et moi, j'avais toujours été attiré dans la vraie vie. Tu sais, j'avais déjà voulu être un joueur de hockey de la Ligue nationale. C'est le rêve pour un acteur. C'est ça. T'sais, on a tous passé le bottin de l'Union des artistes, les auditions pour Lancer compte, de savoir, bon, savez-vous jouer au hockey de 1? Toi, t'étais pas mal en avance sur les autres. Ouais, moi, souviens je des savais auditions. bien jouer au hockey parce que j'avais joué junior, puis j'avais un peu côtoyé ce milieu-là un peu, tu sais. Ça fait que c'était plus proche de moi aussi. Ouais. Puis le fait que, en tout cas, j'ai passé l'audition, puis j'ai eu le rôle, et après ça, j'ai travaillé vraiment fort sur le personnage, vraiment pour le développer, parce qu'il était le personnage unilatéralement tu sais, un gars déplaisant. Ouais. Et j'avais travaillé avec le réalisateur, les deux réalisateurs, Richard Martin puis Jean-Claude Laure. On avait essayé de trouver une façon pourquoi il était comme ça. tu sais. Fait que là, on a Montrer le côté humain. le côté humain, tout ça. Puis finalement, ça a été bien important. Ouais. Il a pris une grosse place, sais-tu? Ouais, il a pris une C'est-tu grosse un place. des personnages qui t'a marqué le plus, ou du point de vue du spectateur, je veux dire, parce que... Je pense que oui. Puis ça, puis la petite vie, peut-être. Oui, Régent de la petite Ouais. vie. C'est fort, hein, ces personnages-là. Ben, Pourtant, c'est t'as aussi- fait du cinéma, t'as Ouais. fait d'autres affaires. On voit des photos défiler de toutes sortes de personnages que t'as fait. T'es allé loin. Mais c'est à cause aussi que tu sais, Lancez compte, ça a été extrêmement populaire. Hein, c'était une des premières téléséries. Ouais. Et c'était vraiment, vraiment très populaire. Et c'était un l'époque- modèle qu'on connaissait pas. C'est là. ça, exactement. Tourné aussi en cinéma. En cinéma, alors qu'avant, c'était 3 caméras studio. ouais. Et c'était l'époque où le monde, s'il voulait regarder une émission, c'était vraiment le jeudi soir. Tu sais, maintenant, on peut... tu la regardes quand tu veux, tu sais, parce que tu Ouais, t'es abonné à ben Crave oui. puis à On télécharge HBO. qu'on veut, puis tout C'est ça. ça, tu le fais. À cette époque-là, il fallait vraiment que tu sois là au moment où ça passait. C'était des grosses heures Ouais. d'écoute aussi. je me Exactement. souviens C'est bien. comme La Petite Vie écoute 4 millions de codes d'écoute. Ouais. Ben, tu le sais comme moi. Oh, yes. Que le lendemain qu'on Aïe, était dans l'épisode, les gens t'arrêtaient sur la rue, puis on se faisait crier. Moi, il m'appelait à un moment donné le Révol à l'orange. Poil de carotte. C'est ça, il me faisait crier ça de bord en bord. Moi, Hey, c'est- le Révol! Ça, c'est bon. C'est José Deschênes. Le pinson. Non, croton. 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 Moi, C'est c'était fait- le lavage. Toi, c'était le lavage. Et on a tous... Et heureusement, personne n'a été marqué par ces personnages-là. Puis toi, tu n'as pas été vraiment marqué par un personnage ou un autre dans ta carrière. Bien, c'est parce que c'était tellement aussi flyé, la Oui, petite absurde. vie. Ouais. C'était complètement absurde que c'était au 10e degré. Absolument. C'est pour ça que c'est intemporel. Oui, ouais, tout à fait. Ça passe encore, puis... Et les codes d'écoute sont... Il y a Ouais. des émissions, des nouvelles émissions qui prendraient les codes d'écoute des reprises. Absolument. Donc, c'est rapidement le personnage qui a été le plus difficile pour toi à jouer ou à créer? Celui que j'ai le plus travaillé, je pense que c'est Marc Gagnon dans C'est Marc Lancez Gagnon. compte, en tout cas. Ouais. Un personnage que j'ai bien aimé faire et qui est un monde un peu spécial, c'était la série Grand Ours, Oui, absolument. qui est une série extraordinaire, Oui, oui. réalisée par Patrice Sauvé, écrite par Frédéric Ouellette. Et moi, j'avais un rôle absolument. C'était le paranormal.
Et puis tout ça. Puis ça aussi, j'ai bien aimé ça, faire ça. Les personnages difficiles, moi, j'ai toujours trouvé qu'il n'y avait rien de facile là-dedans. Non. Mais ce qu'ils ont demandé, celui, tu sais, comme Lance et Compte, Marc Gagnon. Oui. À un moment donné, Jean-Claude Lard nous avait ouvert une porte en voulant dire si vous avez des choses à suggérer. Et là, j'ai vraiment travaillé. Je passais des fins de semaine à travailler le texte, puis à essayer d'imaginer des situations. Puis j'appelais Marina Orsini, puis je disais, regarde, on va faire toutes nos scènes avant le tournage. Ouais. Puis on se réunissait tous les deux, puis on répétait nos scènes. Ouais. Puis quand on arrivait sur le plateau, on était prêts. Ouais. On avait déjà un bout de fait, tu sais. Je me suis vraiment beaucoup impliqué parce que je tripais beaucoup sur le sujet, le hockey. Puis c'était, écoute, pour des maniaques de hockey, on tournait au Colisée de Québec. À cette époque-là, les Nordiques existaient. Et on voyait tous les clubs qui venaient jouer contre les Nordiques s'entraîner, puisqu'ils arrêtaient le tournage pour que les autres pratiquent. Hey, Fait que donc, j'ai vu Mario Lemieux, j'ai vu les gars du Canadien, Guy Carbonneau. Ils t'ont pas invité à t'amuser sur la glace avec eux autres? Ben pas vraiment. As-tu déjà joué avec des pros? Moi, j'ai fait échanger, des joutes... des joutes, comment est-ce qu'on dit ça? Là, pour ramasser des d'exhibition. fonds. D'exhibition. Oui, pour des fondations. Oui, on avait joué avec les joueurs du Canadien à un moment donné. Ouais. Et suivais-tu un peu? Non, Pas en tout. vraiment pas. Parce que... On n'a pas idée. On n'a pas idée à Oui. quel point c'est... Juste le coup de patin, Ouais. il rentre dans la glace, comprends-tu? Ouais. Puis c'est... Tu sais, je me rappelle Stéphane Quintal. C'est une montagne. Ils sont immenses. Ils sont immenses. Ouais. Et imagine quand ça frappe, Ouais. puis avec la vitesse qu'ils jouent, puis ils font ce qu'ils veulent. Non, écoute... Je me souviens des auditions au Collège Brébeuf sur patin. Ouais. T'étais là. Ils Ouais. plaçaient les groupes A, B et C. OK? Et puis, il y avait un paquet d'acteurs qui voulaient jouer dans cette série-là, puis qui ont dit, oui, je joue au hockey. C'était pitoyable. Le start and go, tu sais, t'avances d'une ligne à l'autre, puis t'arrêtes, il y en a qui passaient tout droit, les casses tout croche, le tape jaune-bleu, les vieux patins russes des années 60. C'était vraiment n'importe quoi. Et qui on remarquait, parce qu'on était dans les estrades, puis on regardait les groupes, nous autres, auditionnés, et qui on remarquait sur la glace, c'était toi. Ah ouais? Oui, le plus rapide, le meilleur lancé et tout ça, parce qu'il nous faisait lancer, il nous faisait faire des... Mais moi, j'avais jamais arrêté de jouer au hockey. Oui, mais ça paraissait que à ce moment-là, c'est ça. Ça paraissait que tu étais supérieur, tu es un joueur supérieur. Moi, je m'étais dit... Écoute, quand j'avais entendu parler de ce projet-là, j'avais 35 ans, OK? Oui. Et là, je m'étais dit, si j'étais un acteur de 20 ans, Oui. ça serait extraordinaire. Toute cette fougue. J'aurais pu jouer ça, puis j'étais... Ouais. Que c'est T'aurais plate, joué que c'est plate. Pierre Lambert. Ben oui, je me serais essayé, j'aurais passé l'audition. Tout à coup, je reçois un coup de téléphone. Ils disent, oui, c'est qu'il y a un personnage qui est en fin de carrière, qui a à peu près 35-36 ans. Good. Là, il Ouais. m'appelle passer l'audition. Puis tout est tombé en même temps parce que c'était double shooting, donc en français et en anglais. Double cachet. Double cachet. Et on jouait Brou en anglais. Au même moment. Ouais. Donc, j'arrivais de Toronto, où j'avais travaillé en anglais T'étais pendant un fluent. mois de temps. Donc, j'avais l'anglais un peu. Yeah. Donc, quand j'ai fait la scène en anglais, j'étais plus à l'aise que si je l'avais fait peut-être un an avant. Sûrement. Parce que jouer dans une autre langue, là, c'est pas facile. C'est pas facile. Non. Hey, moi, je serais dû pour un petit trou normand. Tu sais, un petit break, une petite Trou broue. normand? Une petite broue. Petite Je sais broue. que tu bois pas de bière, toi. Faut le dire. Tu as joué broue pendant 33 ans. Et Moi, je bois de t'aimes pas la bière. Moi, je bois de la bière. Ah oui? Ben oui. Non, Alors, je te présente Mike. Plaisir, qui est, Mike. Ah, mon Dieu! Oui, c'est Photo. toi. Tu te vois-tu? Je me demandais c'était qui. Mais C'est ta face. J'ai l'air d'un chevreuil surpris par un auto qui s'en vient. Ben c'est toi avant ton stand-up, ton show probablement. Mais, tu sais, on t'offre dans un boc parce que c'est un concept, tu sais, brou,
On en a parlé un peu. Du vin blanc dans un box, ça s'est rarement vu, puis on voulait faire ça. Non, mais moi, j'ai eu l'information que tu buvais pas de bière. Ou Ah tu non, je bois de t'aimais la le vin. bière, moi. Tu bois beaucoup de bière? Ben, OK, regarde, oui, vas-y, continue, c'est non, ça. je bois pas de la bière. On va passer pour des Soulons. Non, je bois. Non, moi, j'adore la bière. Oui, tu Ouais. regarde, fais comme si c'était de la bière, mais c'est du vin. Chin-chin, un beau toast. Sens-tu bon? Merci, Mike, très, très gentil. Merci, Mike, et félicitations pour ton T-shirt. Ouais, hein? C'est juste pour toi, ça. Alors, Marc, cette portion-là, maintenant, ben, on peut se reposer, si tu veux. On peut rien se dire, si ça te tente. Non, c'est correct. T'es correct? Ça va Ouais. jusqu'à maintenant? T'es Bon, ça va correct? très On ne bien. brutalise pas trop. Attention, on va descendre quelque chose, là. Ah! Tasse ton petit boc un peu, là. Merci. Hey, garde ça. Garde, ça arrive directement sur le cube. Alors, Tout ça qu'est-ce que pour je toi. fais? Ouais, bien là, tu vas pige. t'auto-poser des questions. Je pige. Prends les petits... Oui, tu piges et pose-toi la question. Mais là, il y a comme des accessoires. Ah non, là-dedans. prends pas les accessoires tout de Non. suite. Prends un petit papier. Puis, t'as tes lunettes, t'es correct? Je devrais pas dire ça. Hop! Ah, ça, hein? Recette personnelle Ouais, as-tu une recette? qui faisait donner ta mère. Ouais. Une recette que moi, je ferais. Ouais, ou une recette qui faisait donner ta mère. Une recette que Ah, tu non. demandais à ta mère qu'elle voulait pas te faire. Ah non, ma mère, écoute, quand je vivais chez ma mère... OK, j'ai eu peur parce que tu vis encore, là. J'ai dit, Non, il est pas quand mort. je vivais chez ma mère, J'ai dit, il est c'est mort, là, vraiment là. elle qui faisait la cuisine. Ma mère est une cuisinière absolument extraordinaire. Ouais. Il n'y a jamais personne qui s'est essayé à Contre côté. Non. Non. Mais même moi, je ne suis pas euh, un bon cuisinier en plus. Ah! Et- Information. Et je me suis essayé Ouais. souvent. OK. Mais je pense que je ne l'ai pas. C'est correct. Tu l'admets, Marc? C'est pas désastreux, mais je pense que je ne l'ai pas. Il y a une de mes deux sœurs Ouais. sont des cuisinières absolument extraordinaires. OK. Mon père adorait manger. Ma mère faisait super bien la cuisine. Ma mère faisait des tartes à la citrouille Oui. le samedi matin. À fanfarlouche, ton farlouche, la tarte à farlouche. Non, pas farlouche. C'est pas farlouche? Citrouille. Citrouille. Oh. Samedi matin. Ouais. Et moi, j'étais jeune, j'avais peut-être 9, 10 ans, 11 ans. Généralement, à 2 heures l'après-midi, je n'avais déjà mangé une, au complet. Alors, c'est peut-être ça qui faisait donner ta mère. Et que c'est Tu peut-être ça. mangeais tes- Ouais, Ah ouais. parce qu'elle les cachait à un moment donné, parce qu'elle voulait qu'il y en reste au moins une au repas du soir. Ben, tu comprends? quand même. Un autre, tu peux y aller sur une Une autre question. Oh, oui, une autre petite question éclair comme ça. Là. Pas besoin de développer. Juste, là, on t'a surpris par celle-là. Attention. On se souviendra de toi comme étant une personne... Ah, ben là, écoute, je ne sais pas comment on va se Morte. souvenir de moi. Quoi? Ils vont se souvenir. On se souviendra d'une personne. C'est à la mort, ça, cette question? C'est pas moi qui l'ai formulée. On se souviendra de toi comme étant une personne... Point de suspension. Point de suspension, une Alors, personne. il faut que je mette un qualificatif. là. Vas-y, moi, j'en connais quelques-uns. Une personne drôle, Ouais. gentille. Oui. Ça, on m'a dit ça de toi, que tu étais trooper. Oui, je suis Très, trooper, moi. très d'équipe. Généreux. T'aimes la lumière Moi, j'aime la lumière et j'aime... et tu la passes. Et je la passe. Oui? Ouais. OK, ça, j'ai su ça. Ouais. Ton chum Michel Côté. Ouais, je passe le puck. Oui, tu passes le puck. Mais t'aimes être là, t'aimes être dans l'action. Ben, dans mon idée, moi, c'est chacun notre tour. Voilà. Puis à un moment donné, quand c'est pas ton tour, c'est le tour de l'autre. Ouais. Et tu le soutiens. Oui. Puis quand arrive ton tour, ben, tu y vas. Tu y vas, exact. Et tu te tasses quand c'est le tour de l'autre, Exact. ce qui est tout à fait Ouais. normal, comme quand t'attends à la SAQ ou à la SQDC. Exactement. On va pas là. Marc, continue, il y a encore des petits papiers, si on peut. On a-tu le temps, nous autres? On s'amuse, là, hein? Ça va-tu? Oups. Attends un peu. Ah oui, on a le Alors temps. là, un objet que tu gardes depuis des années, un gant de baseball Hey, j'aurais dû apporter le mien. et des gants de hockey que j'ai reçus. Bernard, j'ai reçu ça à Noël, je pense que je devais avoir 9-10 ans. Uh-huh. Peut-être 8. Quelle couleur? Cuir, Oui. blond, Oui, parce que c'était ah ouais. Jean blond, Ouais. avec ici pour tenir des petits lacets Ouais, en cuir. Ouais. Et j'ai encore le souvenir, parce que j'avais dormi avec les deux gants Clairement. dans mes mains. Et j'ai encore l'odeur du cuir. Et je les ai encore chez moi. Garde ça.
Allez. Les années 50. Continue dans le pot. Tu peux prendre un accessoire, si tu veux. Il y a ça. Tu es un très bon joueur de tennis, apparemment. Je ne sais pas si je suis Très si bon. bon, mais j'adore ça. Ouais. Ouais. Mais Ton meilleur sport, toi, si on avait je sais pas moi, à te... le sport à te que j'ai qualifier comme pratiqué, où meilleur j'étais le sportif. meilleur là, Ouais. dans ma vie jusqu'à maintenant, c'était le hockey. OK. Pfiou. Puis après, c'était le tennis. Ah, c'est ce que je pense. Et troisièmement, la pétanque. Le seul sport qui se pratique un verre à la main. Oui, t'as raison. Et Pastis. j'ai un terrain de pétanque chez Chez moi. vous? À la campagne. Je vais m'en faire un, moi aussi. Ouais. Ouais. Ah, il y a un autre accessoire, peut-être, tu sais. Un autre accessoire. Oui. Vas-y. T'en as un ici. Ah! Oh! Ça, c'est quoi? Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est un vieux, ça. rasoir. Oui. Ça, Une ça pioche. t'amène... Ouais. Ça t'amène à quelque chose, quelqu'un Une d'important. pioche. Tu me l'as mentionné tantôt. Oui. Mon père, écoute. Ouais. mon Et puis, il y a quelque chose qui s'en vient là, pour toi, qui, Oui. en fait, que tu es en train de faire, qui est relié à ça. Puis Oui. ça m'intéresse. Exact. Alors, écoute, c'est ça pour ça que j'ai cette barbe grisonnante, c'est que... Ça te va très bien, d'ailleurs. Je te remercie. Prends-le pas Bernard. personnel. Mais j'aime pas trop avoir de la barbe, mais ça, c'est une autre affaire. Je veux pas en parler non plus. Non, on veut pas en parler. Ça T'as ne d'autres vous intéresse qualités. pas. Écoute, t'en parleras avec quelqu'un qui Quelqu'un qui s'intéresse. s'intéresse. Nous autres, ça nous intéresse. Ouais. Mais le rasoir, Le rasoir. Écoute, parce que ton... mon tu me l'as père parlé? est barbier. Oui, était barbier. Ton Était père barbier. Oui. Et mon père était... À Granby. À Granby. Ouais. Rue Centre. De père en fils. Non. Non? Non. Mon... J'ai manqué une. Je l'avais ici. Mon père était le 20e de sa famille. 20e, le dernier? Le dernier. Ma grand-mère est 20. enceinte 20 fois. Il y en a 3 qui sont Elle a décédés accouché à la 20. naissance. Oh. Donc, il était le 17e de la famille vivant. Mm-hmm. Mais elle est enceinte 20 fois. Mm. Et tout ça se passait à Saint-Armand, près des lignes américaines, près de la frontière américaine, Ouais. dans les cantons de l'Est, pas loin de la baie Missisquoi, Oui. OK, au lac Champlain, Ah ouais. pas loin de là. Et dans ma famille, il devait y avoir à peu près, je pense, une dizaine de gars et 6-7 filles. Il était 17 vivants. Donc, 7 filles, à peu Ouais. près 10 gars. Et là-dessus, il y a, je pense, 5 barbiers. Mes oncles, puisque mon père était le plus jeune, et ils étaient 2 au Québec, Oui. et les autres étaient aux États-Unis, OK. en Nouvelle-Angleterre. Il y en avait un dans les États de la Nouvelle-Angleterre, le Vermont, le New Hampshire, le Massachusetts. Maine. Alors, le Maine. Et parce que la terre familiale était... Au bout de la terre, il y avait la frontière. Ah bon? Donc, je pense qu'à l'époque de la crise, ils sont tous partis aux États-Unis. Moi, je me rappelle l'oncle des États, là, le classique, là, qui revient, là, avec les souliers 2 couleurs, là, puis Oui, le des bas blancs. chapeau de paille. Ouais. Là. Ça, on a connu ça, nous autres, beaucoup. Qui vous amenait du toffee puis des Oui, affaires. il avait l'air prospère. Tu sais, les années 50 aux États-Unis. Ah oui. Hein? Alors, donc, tout ça pour te dire que Francis Leclerc, qui réalise un film à partir d'un scénario de Fred Pellerin qui s'appelle L'arracheuse de temps. Et là, il y a un personnage classique des monologues de Fred Pellerin, qui est le barbier Méo Bellemare. Et qui a été déjà joué quand Luc Picard a fait chose. C'est René Chassé qui le faisait super bien, d'ailleurs. Il était très bon. Et Francis m'appelle pour me dire j'ai un rôle pour toi, garde, on va tourner les extérieurs à Saint-Armand. Je dis ah, mon père est né là, à Saint-Armand. Et le personnage, c'est un barbier. Je dis ah, mon père était barbier. Lui, il ne savait pas ça. Et là, j'ai senti comme un appel. Tellement. Je me suis dit ah. Ben oui, ben oui. Et en même temps, ça m'a permis d'aller passer quelques jours à Saint-Armand, OK. qui ont transformé en village de 1927, qui figure le village classique de Fred Saint-Élie de Caxton. Oui, de Caxton. C'est ça. Alors, c'est mais magnifique. quelle boucle qui se boucle quelque part. Hein? Oui. Tu étais tout petit, ton père est barbier, tu te rends pas compte de ça, fais du sport, hop, viens connaître le théâtre et tout ça, puis bim.
au pic de ta carrière, Ouais. ou au cœur de ta carrière, tu joues un personnage de barbier. Il faut le faire. Prends un 6,49. C'est ça que j'irais faire, Marc. Il y a un autre petit accessoire dans le fond qui me permet... Puis on va remettre la photo qui était là tantôt. Hein? Il y a un petit... Oui, tu vas voir, c'est quoi ça? Bon, c'est un bouchon de... Bouchon de bière. De bière. De bière. OK. Ça nous amène à cette photo-là ici. Oui. Là, on parle d'une nouvelle distribution, puis Oui. je sais pas si je devais te poser cette question-là, mais tu as vu le show, nouvelle mouture. Oui. Vous le saviez quelque part, ça se préparait, hein, Oui, qu'il y a- oui. qu'il y a une passation. Oui. Tu as vu le show, mini-critique en 10 secondes, selon toi. Comment ils sont t'as apprécié? super bons. Ils sont très bons. Tu les connais, ces trois habitués de travailler ensemble. Ben oui. C'est trois super bons acteurs, point, et de comédie en plus. Ouais. Et ils sont vraiment très bons. C'est autre chose. Ouais. C'est une autre dynamique. Oui. Nous autres, c'était peut-être un peu plus... Incarné? Incarné, peut-être, dans le sens que nous autres, on jouait la pièce comme si c'était pas drôle. Oui. Tu sais? Ouais. Et ça l'était. Oui. Drôle. Et eux, c'est peut-être un peu différent, s'il y a une différence à y avoir. Ouais. Mais c'est aussi efficace et ils sont très bons. Ils sont vraiment très bons. Le personnage de Pointu que Michel faisait magnifiquement... C'est Benoît qui le fait. Non, c'est Martin. C'est Martin. Martin qui le fait. Et c'est un personnage clé dans Brou. Ouais. Et Martin est vraiment très bon et très différent de Michel. Mais moi, je me disais, Ça marche. surtout le personnage de Pointu, parce que Michel a un peu immortalisé Totalement. ce personnage-là. Ouais. Et Martin est vraiment super bon dedans. Martin Et fait autre chose. Benoît est tellement habile et tellement bon. Ah ouais. Et Et Luc. Luc Guérin aussi, il est super bon, Luc. J'ai toujours pensé que si j'avais un fils, ce serait Luc Guérin. C'est vrai que tu pourrais jouer son père. Je pourrais jouer son père. Tout à fait. Ouais. Même énergie. On a la même énergie un peu. Est-ce qu'il défend pas mal les personnages que tu défendais? Ou ça a été remélangé? Oui, hein? ça a été remêlé pas mal, puisqu'il fait le père et Benoît fait le fils dans la scène Ouais. à la fin, le père OK. et le fils. Là, j'ai un chèque. Non, c'est pas vrai. J'ai une question Desjardins. Parce que, tu vois, c'est nos partenaires. Les gens de Desjardins sont partenaires sur notre projet ici de rencontre qui s'appelle Plan rapproché. Je te l'annonce, hein? Plan rapproché. Tu es en plan rapproché tout le long depuis tantôt. On te voit juste le nez. Non, c'est pas vrai. Alors, c'est une question ici. Geneviève Laverne. Lavergne, en fait, Grenier, qui te demande, de chez Desjardins, est-ce que M. Messier s'ennuie de jouer Brou? On était là-dedans, justement. Et si oui, que fait-il pour que ça passe? Peut-être qu'il vire une brosse. Il y a un petit rire, là. Je ne pense pas qu'il Non, vire une non, non. brosse. Geneviève. Non, Brou, je vais te dire, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Ça a été une saga extraordinaire. Ça n'arrive pas souvent. Oui. Dans une vie d'acteur, ça n'arrive pas souvent tout court. En plus, que tu sois le producteur. Ouais. Et c'est vraiment un moment extraordinaire. Unique. Tu sais, c'est une histoire comme d'un succès. Ça a commencé tout petit, dans un petit théâtre, puis c'est devenu... Et on l'a fait beaucoup. On a joué 3322 fois pendant 38 ans. Et on a fermé le livre. Moi, en tout cas, j'ai eu cette impression-là. J'ai fermé le livre, je l'ai mis Ouais, dans la bibliothèque. dans la bibliothèque. Et quand je le regarde, j'ai une émotion. Oui. Je trouve ça émouvant Ouais. parce que je pense à nous Oui. qui avons commencé ça, on avait 29-30 ans. Et on a fini alors que 38 ans plus tard. Et, tu sais, on a partagé nos vies pendant toutes ces années et dans quelque chose de joyeux. Oui. Je te dirais, Bernard, que des petits mardis pluvieux, le lendemain du référendum, Oui. en 1995, Oui, tu as mal à l'âme. c'est exactement. Et on se sentait quasiment utile Oui. de faire rire les gens et de divertir les gens. Et ça, c'est arrivé souvent. Et ça nous a permis d'avoir une marge de manœuvre dans ce métier où il n'y en a pas. Ça nous a permis de super bien gagner notre vie, d'enlever toute cette anxiété qui est inhérente à tout ce genre de métier. D'aller loin dans l'interprétation, puisque chaque année, on recommençait puis on essayait de trouver des choses. Et
on était très vigilants. C'est une qualité que je nous ai toujours reconnue. On a fait attention à notre spectacle parce qu'on était conscient de la chance qu'on avait. Et on s'est arrangé pour bien le faire comme il faut et non pas partir en fou puis le jouer tout croche puis prendre les gens pour acquis. Ça, on n'a jamais fait ça. Et ça a été extraordinaire. Tu sais, tu décris un peu ce qui est la recette du succès au départ. On se dit tout le temps, comment on bâtit un succès? On met le travail, on met la passion, on met le bonheur, on y va, puis on se donne, on est généreux et tout ça, mais personne connaît l'ingrédient principal, tu comprends? Il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Absolument. Tu peux juste t'essayer. Ouais. Puis il y a tout un côté de la patente qui ne t'appartient pas. Ça arrive comme ça arrive, je ne sais pas. C'est arrivé un moment où la comédie commençait au Québec. Ouais. Tu sais, il y a eu les chansonniers Ouais. pendant longtemps, Léveillé, Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland, toutes les boîtes à chansons, toute cette époque-là. Et toute l'identité québécoise passait dans toute cette poésie-là chantée. Et après ça... Les Jean-Guy Moreau sont arrivés, les Yvon Deschamps sont arrivés. Yvon Deschamps est arrivé, Clémence, qui a changé la façon de faire de l'humour au Québec. fait. Moi, quand je tu sais, si on parle de show solo que je vais faire, quand j'avais 20 ans, j'ai vu le Stitch Show avec Robert Charlebois, Mouffe, Louise Forestier, Yvon Deschamps, Robert Charlebois qui chantait du rock sur de la poésie québécoise, de Claude Péloquin, Régent Ducharme, Louise Forestier, Mouffe, qu'ils avaient tous fait l'École nationale de théâtre. C'était tous des acteurs, ça. Moi, je m'en vais voir ça. Je tripe beaucoup sur le théâtre. Et je vois Yvon Deschamps qui fait des monologues avec un humour social. Tu sais, il parlait les unions que ça donne, une espèce de dérision. Je te jure, c'est quasiment un cliché de dire ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent dire la même chose. J'ai vu Yvon Deschamps, j'ai fait « Ah, c'est lui qui l'a. Ouais. C'est lui qui l'a. Ouais. C'est lui qui l'a trouvé. Maudit chanceux. Ouais. Puis il ne peut pas en avoir deux. Ouais. Puis lui, il est là, puis il va être là pendant 40 ans. Il vient de prendre un créneau. Il vient de prendre un créneau. Comme Pellerin, tu sais, comme Fred. Exact. Tu fais... Ils sont là, ils vont rester, puis ils vont marquer, puis... Mais j'y avais jamais pensé avant de le voir. T'as vu ça. Tu sais, on pensait... C'est ça l'affaire, c'est là que lui, il a créé ça. Et là, quand j'ai vu ça, ça m'avait frappé. Puis là, je suis allé dans une école de théâtre parce que j'aimais ça. Puis je suis devenu comédien. Puis, tu sais, ça s'est bien passé. J'étais bien content. Mais tout le temps, aussitôt que j'avais un petit mois de libre, l'été, je prenais des notes tout le temps. Et je me disais, peut-être qu'un jour, j'aimerais ça faire un spectacle solo. Bien, on est là. C'est ça. On est là, t'es dedans, là, en plein dedans. Là. J'arrivais dans les salles, par exemple, comme ici, à Drummondville, puis là, avant le spectacle qu'on joue Brou, j'allais sur scène, puis j'essayais de m'imaginer seul en train d'essayer de jouer quelque chose. Mais c'est une affaire que je le ferai probablement jamais. Je le ferai pas. Tu sais, c'est pas quelque chose, je me disais, il faut que je le fasse, etc. Si je le faisais, tu sais, ou comment je le ferais. Oui, c'est vrai, c'est... Comment je le ferais? Est-ce que j'aimerais ça? Oui, est-ce que j'aimerais? Est-ce que je serais capable? Est-ce que je serais capable de faire ça? Est-ce que j'ai le goût? Oui. J'ai le goût. Ça, c'est clair. Est-ce que je suis capable? C'est encore une question en suspens. Ah, moi, je peux répondre oui. Marc, avec l'expérience que tu as, puis je suis sûr que le travail que tu fais actuellement avec tes collaborateurs, le travail avec Louis Saya... Je travaille avec Louis Saya et Manny Solomon-Lou, que j'ai connu parce que j'ai joué dans une pièce qu'il a mis en scène. Tu sais, on m'aurait dit faire un tour de chant. Je sais que je peux pas faire ça. Tu comprends? Faire un spectacle solo, c'est dans mes cordes. Je le sais. Et honnêtement, Bernard, je me lancerais pas là-dedans si je pensais que je peux pas le faire. Non, c'est clair. C'est tellement clair. C'est ça. Exactement. Et, à un moment donné, il y a 2 ans, il y a un producteur, je jouais dans Boomerang, dans lequel tu as joué cette émission-là, et François Roson, qui produit Boomerang, me dit, « T'as-tu déjà pensé à faire un show solo? » J'ai dit « Oui. »
ça m'est déjà passé par la tête. Il dit, pourquoi tu fais pas ça? Je suis sûr que tu pourrais faire ça. Ben, j'ai dit, oui. On a arrêté de jouer Brou, ça fait 1 an, 2 ans. Et honnêtement, quand j'ai arrêté de jouer Brou, il y a 2 choses que j'avais envie de faire sur scène. Jouer un rôle dramatique. Je l'ai fait dans Le Monde d'un commis voyageur. Et faire un show solo. Que tu vas faire. Et je parlais pas de ça, parce que tu parles pas au cas où ça arrive pas. Ouais. Et là, quand il m'a parlé de ça, j'ai fait « oui ». OK. Puis là, on a eu comme des réunions pour voir s'il y avait, s'il y avait moyen de faire quelque chose. Et là, je me suis aperçu qu'il fallait que je l'écrive, parce que dans ce genre de spectacle-là, il faut que tu parles de toi. Ouais. Il faut que tu parles de comment tu perçois les choses, etc. Que ça vienne de toi. Il faut que ça vienne de toi. Tu sais, je me voyais pas rencontrer un auteur. De toute façon, j'ai essayé, avec certains auteurs, de dire, tu n'aurais pas une pièce. Ouais. Michel-Marc Bouchard, par exemple. Tu n'aurais pas une pièce, Michel-Marc, un personnage. Non. Puis moi, lui, tu sais, ces gars-là, ils ont leur monde à eux. Ils écrivent des choses à eux. Ouais. Fait que là, je me suis aperçu qu'il fallait que ce soit moi qui l'écrive. Et ça me passionnait. Parce que aussi, l'écriture, ça m'a toujours attiré. Et j'ai commencé, pandémie arrive. Et là, je me suis concentré là-dessus. Et me voilà aujourd'hui, un an et quelques plus tard. Le spectacle est écrit. On va commencer à le répéter dans 1 mois. Et je vais le jouer au mois d'août, au Théâtre de la Marjolaine, à Eastman, dans le canton de l'Est. Théâtre de la Marjolaine, où c'est là que j'ai vu la première pièce jouée par des comédiens professionnels dans ma vie. C'est là que j'avais avoir 13-14 ans. J'avais vu une pièce jouée par Denise Pelletier, qui était une pièce... Et après ça, j'ai vu les comédies musicales montées par Louis-Georges Carrier, écrites par Marcel Dubé, avec la musique de Claude Léveillé, et tous les acteurs qui... La Marjolaine étant le plus vieux théâtre d'été du Québec, qui était un cabaret. Il y avait le piano rouge. Non, en fait, là, c'est le piano rouge, c'était le chat gris. Le chat gris. Chat gris, oui. Ouais. Puis là, il y a... Pierre Thériault faisait des spectacles là. Edgar Fruitier, Nommelet, ils ont tous été là. Oui. As-tu déjà joué, toi? Oui, en fait, j'ai pas joué. J'ai monté un show là, mais j'ai pas joué. Je devais jouer l'an dernier, puis ça a été annulé. Et tu vois, t'es là cet été. C'est une salle formidable. Je suis là au mois d'août. Oui, au mois d'août. Ouais. Alors, stand-up, en fait, ce ne sera pas du stand-up pur, comme on pourrait imaginer, que tu as déjà exploré dans un film. Je ne sais pas si on peut montrer le film le Sphinx. Ben oui, regarde ça. Ah, oui. Te souviens-tu de ça? Oui. Fais le gros tweet. Ouais, c'est ça, j'arrive de Las Vegas. Ça a bien été. On a fait 2 ans à guichet fermé. À un moment donné, ils les ont ouverts. C'est là que ça s'est mis à mal aller. Mais c'est pas grave, j'avais tellement hâte de passer la soirée avec vous autres. La soirée va être longue. C'est rien, cette chose, t'aurais dû voir la journée. Ça doit être plate comme toi. Regardons ça, il rit de moi, lui, là. Oui, cloche, asti! C'est votre mari, ça, madame? Oui. Vous êtes sûr de pas vous le faire voler? Il a dit sa licence? Ouais. Bonne idée. Vous l'avez fait opérer, j'espère? Good. Comme ça, on est sûr que la race finit avec lui? Finalement, il se débrouille bien quand même. Hein? Je voulais pas te montrer ça. En fait, un gars qui prépare son show solo, tu veux pas voir un extrait comme ça, mais... Hein? Non, surtout que les gens étaient obligés de rire. Hein? Ben oui. Non, mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est-tu le cauchemar de l'acteur, c'est commencer son show, puis que t'as pas le public de ton bar? Eh, mon Dieu. Hein? Mais les gens qui viennent te voir, déjà, j'imagine qu'ils ont une sympathie. Absolument. Ben oui. C'est ça. Ben oui. Et, Marc, les gens qui vont venir te voir s'attendent pas à voir du stand-up de ce genre-là. Non, moi, on a plus une approche un peu théâtrale avec Mani Solomonlou.
c'est difficile à décrire, mais... c'est une façon de faire. Ouais. Ça te tente-tu de prendre notre petit micro? Écoute, juste nous donner le goût, là, un petit début, genre de numéro, de show pour le fun. Bonsoir, mesdames et messieurs. Écoutez, ce soir, c'est un peu spécial parce que c'est la première fois que je monte seul sur scène et aussi sans mon ego. Parce que mon ego, je l'ai laissé à la maison. J'ai fait faire des tâches domestiques. Je me dis que ça va le descendre un peu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent ça. Mais un ego, si tu t'en occupes pas, ça peut grossir énormément puis ça peut finir par prendre toute la place. On voit juste lui. On ne te voit plus. Ça peut transformer quelqu'un qui a une personnalité, somme toute plaisante, en un être extrêmement désagréable, suffisant, lourd, ou ce qui n'est pas beaucoup mieux, insignifiant. Alors, à l'heure où on se parle, je l'ai confiné à des tâches ménagères. Il est en train de laver mon auto. C'est lui qui me l'a fait acheter, qui la lave. Si vous voulez connaître la suite du monologue, je vous donne rendez-vous à la Maison des Arts Desjardins, Drummondville. Merci, Marc. Merci infiniment. Là, j'ai pas commencé à répéter. Hein. Ah non, bien, ça avait l'air déjà répété. Écoute, Marc. Mais je te vois tellement. Est-ce que ça part-tu de ta personnalité? Parce qu'il y a certains de tes personnages que tu as nourris d'un petit peu de ta forme d'humour. Oui. Bien, c'est-à-dire que ça parle... C'est un peu... Une espèce de poker face. Oui, c'est un peu... En fait, c'est la voix intérieure et la voix que j'appelle mon ego. Oui. Et la voix extérieure, et ça peut être l'ego aussi. Oui. C'est-à-dire cette espèce de dualité qu'on a tous. J'imagine que je ne suis pas le seul qui a une voix intérieure. Tout le monde a ça. Oui. Et parfois, on n'est pas d'accord avec ce que la voix intérieure nous dit. Il n'y a pas un accord avec ce qui se passe à l'extérieur. Il y a contradiction. Oui, parce que la société demande des choses que toi, nécessairement, tu penses pas nécessairement. Là, on apprend des comportements. Alors, c'est un peu ça qui arrive. Et quand on commence le monologue, la pièce, je suis déjà un peu en instance de rupture avec mon ego. Parce que je trouve qu'on a évolué de façon différente. Oui. Et on ne s'entend plus tellement. Et il me met dans des situations que moi, je ne veux pas nécessairement. Donc, l'ego va parler à l'homme, mais l'homme va C'est ça, parler on se à l'ego. parle tous les deux. Ouais. Pendant plusieurs scènes. Il me dit, dis-lui ça. Mais non, je peux pas lui dire ça. Voyons donc, écoute, je l'ai pas vu, son film. C'est pas grave. Dis ce que disent les critiques. De lui, il critique. By the way, félicitations pour ton film. C'est vraiment très beau. Tu l'as vu? Ben oui, je l'ai vu. Tu l'as vu où? Ben je l'ai vu au cinéma Beaubien. Ah, c'est curieux parce qu'il n'est pas sorti à Montréal. C'est ça, tu comprends? Mais dans des situations, tu ne peux plus y faire confiance. Parce que... Il invente, il va créer des affaires. Puis à un moment donné, quand le succès est arrivé, il est parti pour la gloire. Il ne se comprend plus. Puis l'ego, tu comprends, c'est toujours le côté superficiel. Embellir les choses. Qu'est-ce qu'on a l'air? Qu'est-ce que le monde va dire? Puis, tu sais, l'ego, c'est un peu comme la saucisse dans le... Tu sais, dans le hot dog, la personnalité, c'est toi. La saucisse, c'est toi. L'ego, c'est le ketchup. C'est dans le hot dog, si on prend cette comparaison-là. Alors, c'est un peu ça. Et là, je passe dans différentes étapes de ma vie. Je parle des années 50, où j'étais enfant. Et je parle de mon quartier, où je suis né, comment ça se passait. Et toujours en fonction un peu de l'ego. Tu sais, dans les années 50 au Québec, l'ego, c'était pas très encouragé. Non. Tu sais, si tu peux te trouver fin, pour un beau, petit pain. Formidable, mais parle-en pas. Non. Tu sais, dis rien. Aujourd'hui, encore un petit peu, là, Mais on est beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins. À un moment donné, le Québec a eu confiance en lui. Tu sais, quand tu es arrivé, quand on est sorti des églises... Tu sais, c'était fort, la religion, dans les années 50. Oui, ça étouffait beaucoup. Ben oui, ça étouffait beaucoup. Oui, ça étouffait tout le monde l'ego. faisait tout en cachette. Oui, absolument. Parce que c'était mal vu ou défendu. Tu sais, tout ce qui fait le quotidien de l'ego. L'argent, la boisson, la bullshit, le sexe. Bon. C'était défendu ou mal vu.
Là, tu nommes des affaires quand même. Hey, Marc, merci d'avoir été là. Hey, ça me fait plaisir. Tu sais que je vais être là pour ton show. J'ai déjà acheté mes billets. Arrête donc, toi. Oh, oui, j'achète mes billets. J'étais pour t'en demander, mais ça fait cheap un petit peu. Mais là, regarde, c'est terminé. Tu pourrais t'en aller chez vous si tu veux, mais je veux pas que tu quittes comme ça. Je veux utiliser tes talents de scoreur maintenant. Ah! On va y aller en fusillade. Ah oui? OK? Ça te tente-tu? Ben oui. Ça fait longtemps que j'ai joué, par exemple. Mais non, ça paraissait pas au début. Ah, OK. T'étais... Regarde, essaye de me Ça va me compter faire des plaisir. buts. Absolument. Merci beaucoup, Marc. plaisir. Messieurs, merci infiniment. Ah oui, on tasse les chaises. Prépare-toi, prends ton bâton.